Bonsoir à tous, vive les vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Je suis Eric Landry et avec ma team, nous prenons le contrôle des vacances sur la télé la plus regardée en Côte d'Ivoire et ça va durer tout un mois, un peu plus d'un mois. Et ce sera donc du lundi au vendredi de 19h à 20h30. Rassurez-vous, regardez-nous mais tous les soirs parce qu'avec ma team, on va vous mettre bien. Bienvenue à tous. Des vacances, je l'ai dit, 19h, 20h30 avec ma team, de nouveaux visages à 99% que vous allez découvrir avec moi sur ce plateau ce soir. Et le premier visage que je m'en vais appeler, donc, qui sera avec nous pour débattre de sujets assez croustillants, qui vont vous laisser scotcher sur la télé, c'est bien Aïcha Crépi qui nous rejoint maintenant. Aïcha Crépi, Aïcha Crépi. Bienvenue dans la team, Aïcha. Merci beaucoup. Et puis, deuxième personne sur ce plateau, c'est bien Gandhi Kué qui nous rejoint maintenant. Deuxième chroniqueur, nouveau visage sur le talk des vacances. Bonsoir Landry. Bonsoir, bienvenue. Arnaud Goï est le suivant. Arnaud Goï arrive. Coucou Arnaud, bienvenue. Bonsoir Eric. Merci de rejoindre la team. Ce visage-là, c'est le visage le plus occupé de Live TV, jamais en vacances. Pendant la rentrée, le visage, il est là, à présenter le JT, les JT. Et puis encore, pendant les vacances, le visage est toujours là. C'est bien Isabelle Vauvor qui arrive avec la fente et le sourire, qui m'oblige à lui faire un bisou. Bienvenue Isabelle Vauvor. Bienvenue chez toi. Elles t'appartiennent, des vacances aussi, avec ce plateau du talk des vacances. Atta Hervé est le 5e chroniqueur sur ce plateau, 4e nouveau visage à découvrir maintenant dans ce talk des vacances. Bienvenue la team, est-ce que vous pouvez vous applaudir? Merci d'avoir accepté bien sûr de nous rejoindre et de faire ces vacances avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, n'est-ce pas? Qui est Aïcha Crépi? Quelqu'un de sans filtre, justement. Très bien. Quelqu'un de sans filtre, une journaliste qui est aussi consultante en communication et en marketing digital. D'accord. Et je vais tâcher d'apporter l'analyse la plus objective possible, si tant est que ça existe, de l'actualité à vos côtés, cher Eric. Et vous êtes aussi, tu es aussi, moi je tutoie tout le monde sur ce plateau, On se tutoie. à la rédaction. Je suis également à la rédaction de Live Très bien, TV. c'est très bien, c'est très bien. Gandhi Kué, c'est peut-être le petit-fils de Mahatma Gandhi. Non, rien de ça. Non. Gandhi Kué, c'est l'ivoirien. D'accord. C'est Kué Gandhi. Et là, c'est bien. Qui est Gandhi Kué? Gandhi Kué, c'est tout simplement un simple citoyen. Et là, qui est là, communicant institutionnel. Très bien. Votre compagnon. Très bien. Le talk vacances. Et qui parle de lui à la 3e personne. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Enseignant, j'ai appris, ou dans l'éducation? Non, pas enseignant. Je suis dans l'administration au ministère de l'Enseignement supérieur, précisément à l'université de Bondoukou. Très bien, d'accord. Arnaud Goï, Bonsoir qui Eric. est-il? Arnaud Goï, juriste, analyste politique. Je serai avec vous tout au long de ces vacances dans l'émission Le Talk des vacances. Très bien. Merci d'être avec nous ici, sur ce plateau. Et puis Isabelle Vauvor, devrais-je te présenter? Non, j'aime bien entendre ta voix. Qui es-tu? Journaliste, je présente le JT à Live TV et puis communicante institutionnelle et politique. Et je suis très heureuse de pouvoir donner mon avis, en tout cas pendant ces vacances. Bien entendu avec des piques impertinentes, mais bien entendu dans l'impertinence, il y a de la pertinence. Très bien. À côté de toi, il y a un homme, Hervé Atta. Hervé Atta, qui es-tu? Hervé Atta, je suis manager commercial dans l'immobilier et je suis observateur dans la vie politique. D'accord, très bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau et de faire ces vacances. On va y aller tout de suite avec la première rubrique, c'est bien la vidéo du jour qu'on regarde. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents.
Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Cette parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. La séance est suspendue. Je le disais, elle a été très virale, cette vidéo. On entend, vous dites n'importe quoi, vous êtes n'importe quoi. Le député, qu'est-ce qu'il a dit? Le député Sanyal a dit ce sont les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui appauvrissent les États donc, de l'Afrique de l'Ouest. On va commencer par vous demander d'accord ou pas d'accord sur la réaction de la députée. La députée Adjaratou. Évidemment que je ne suis pas d'accord. Très bien, on lève déjà les panonceaux. Donc Okay. toi, pas d'accord. Très bien. OK. Bien évidemment, pas d'accord. Tu es pas d'accord. Isabelle? D'accord. D'accord. Je suis d'accord avec sa réaction. Très bien. Laissez-vous panonceaux, donc lever. D'accord. Goï? Pas d'accord. Pas d'accord. Et puis, Atta Hervé aussi. Pas d'accord. Pas Ah, on est en d'accord. deux, hein, voilà. Isabelle. On est en double. Vovor? D'accord. Oui, d'accord, j'ai dit D'accord. d'accord. Donc, tu es la seule à être d'accord. Pourquoi tu es d'accord avec la réaction de la députée? J'aimerais d'abord entendre les avis des pas d'accord, comme je suis la seule à soutenir. Pourquoi est-ce que je suis d'accord? J'aimerais entendre les Parce que autres. tu es la seule qu'on t'interroge. Oui, justement, mais j'aimerais en tout cas entendre les autres avant de revenir sur mon point. D'accord, on est gentil. On est gentil, on va faire comme ça. Hein. Justement, on va demander à Aïcha. J'ai beaucoup de choses à dire. Allons-y. Alors, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, le micro du député a été coupé. Il a eu une réaction, parce qu'il a remarqué qu'il a été coupé. Les présidents et vice-présidents, dont l'honorable qui a eu l'altercation avec lui, l'ont coupé pour pouvoir prendre la parole. Ça veut dire une chose, qu'on interdit à quelqu'un d'exprimer son propos jusqu'au bout. D'accord? Parce que là, on dit effectivement ce qu'il a dit, mais il n'avait pas terminé, en fait. Il n'avait pas terminé son propos. C'est pas normal que la liberté d'expression soit un peu, réduite au silence. Deuxièmement, aller jusqu'aux mains, parce qu'elle se lève effectivement de son perchoir, elle va jusqu'à lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie? On n'est pas en fait, arrivé aux mains. On est sûr qu'on n'est pas arrivé aux mains sur la vidéo. On ne l'a pas vu. Hein. Presque. Non. Je dis qu'elle se lève et que ça peut dégénérer à tout moment. Elle se lève pour aller à la Ce que tu veux dire que si on ne la retient pas, elle va à la réaction. Mais on l'a retenue, effectivement. La vidéo est assez longue. On l'a retenue. Alors, il a fait une allocution qui était plutôt longue, jusqu'à ce qu'il soit coupé, jusqu'à ce qu'il commence à parler, effectivement, invectiver directement les chefs d'État africains, certains chefs d'État en tout cas. La violence, pour moi, est un aveu d'échec. Effectivement, on n'en est pas arrivé là. Il n'y a pas que la violence physique, cher Eric. La violence verbale aussi. Je trouve qu'il n'a pas été violent. Je trouve que couper quelqu'un quand il exprime quelque chose, un point de vue, en plein milieu de son point de vue, c'est assez violent déjà. D'accord. Donc pour moi, c'est un aveu d'échec. Quand on est honorable, il faut montrer l'honorabilité. Merci beaucoup. Gandhi? Bon, moi déjà, je veux dire que... Je rappelle que tu n'es pas d'accord hein, Ouais, avec la réaction de la députée. Oui, je ne suis pas d'accord. Ben, il faut dire que rien ne justifie la violence en fait, dans certains espaces, surtout dans un parlement, là où c'est le verbe qui doit quand même prévaloir. Mieux, même quand on n'est pas d'accord, on peut l'exprimer avec des mots. Et la députée Adjaratou avait quand même toute cette latitude-là, surtout qu'elle était déjà assise au niveau de la table des sciences, donc elle pouvait l'interpeller. Déjà, je condamne cette façon de faire-là, parce que rien ne peut justifier la violence quand on se retrouve dans certains espaces. D'accord, il dit rien ne peut justifier la violence dans une artère où il y a de violence verbale, dans ce cas présent, où il y a contradiction d'idées. Est-ce qu'on peut arriver donc à se retenir quand on n'est pas d'accord vraiment avec des propos? On devrait arriver à se retenir, surtout que les propos tenus par le député Msanya sont des propos qui ont de l'écho dans la jeunesse et dans une partie de la population africaine. Et justement, le Parlement est censé faire écho justement aux différents points de vue. Si ce point de vue déplaît à l'honorable et que elle estime qu'il est dit de façon trop virulente, elle est présidente de séance ou vice-présidente de séance, et son rôle, c'est justement d'administrer, de gérer les ardeurs. Mais si ces actions de violence ou viennent des présidents de la séance, là, ça pose un gros problème. D'accord. Atta Hervé. Oui, moi je crois qu'avoir des arguments différents n'a jamais été un péché. Mieux, cela enrichit. La vérité ne se trouve jamais dans les excès. Et l'honorable Adjaratou a manqué d'élégance.
Et je note que ça fait la deuxième fois. Il y a eu un député, l'honorable Mariam Traoré, je crois, en Afrique du Sud, qui a fait une sortie qui... Pareil, je crois. Moi, je pense que quand on a une personnalité politique d'un pays, il faut savoir se maîtriser, parce que tout cela fait partie de l'image du pays, en fait. Donc, il faut savoir raison garder et puis se maîtriser. Isabelle Vauvor est la seule donc, à être d'accord avec la réaction de la députée. Pour rappel, ce que Hervé Atta vient de dire, c'était lors d'une session de l'Union africaine qui avait eu ce grabouge. Mais ce n'est pas en tout cas la première fois que ça existe, ça s'est fait sous d'autres cieux. Même récemment, en Côte d'Ivoire, on a bien vu des députés de la nation, en tout cas des élus de la nation, s'affronter au niveau du PDCI à Bingourou. Le député Bredoumi contre Adam Guillaume, soit dit en passant. Moi, je suis d'accord avec sa réaction. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, en tout cas, l'honorable Guy Sagna avait été interpellé, mais il n'a pas en tout cas écouté ce qui avait été donné comme directive au niveau du perchoir. Mais avant d'en venir même à mon point principal, j'aimerais m'appesantir sur le profil de ces deux protagonistes et ensuite en faire une conclusion. Qui est le député Sagna? Alors, je vais commencer d'abord par Adjaratou, épouse Traoré. Pardon, Adjaratou Traoré, épouse Koulibaly. Alors, elle est mariée, elle est mère de 5 enfants, donc c'est une femme honorable. Elle a une maîtrise en droit, un MBA à Adelphi University aux États-Unis. Depuis 2011, elle est députée, en tout cas, de Koumassi, sous la bannière RDR, puis au niveau du RHDP jusqu'aujourd'hui. En 2012, elle intègre donc le cercle restreint de la CEDEAO jusqu'au point de devenir aujourd'hui vice-présidente, en tout cas deuxième vice-présidente de cette institution. Elle a un parcours associatif et militant remarquable. Elle a été vice-présidente au niveau de la JPDCI dans les années 92, etc. Je ne vais pas revenir non plus sur tout ce qu'elle a eu à faire. Voilà. Mais voilà, c'est pour la dépeindre vraiment comme une femme de caractère qui est dans la politique depuis très longtemps. Ensuite, Guy Sagna, qui est-il? L'honorable Guy Sagna est député à l'Assemblée nationale depuis que récemment, depuis 2022, donc sous la bannière du PASTEF, qui est le parti donc, de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Il est reconnu au niveau de son pays, au Sénégal, comme étant un militant très véhément, en tout cas... Alors, sur l'impérialisme, pardon. On a bien compris. Non, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la fin en fait de son profil. C'est important, en tout cas pour ceux qui nous regardent, c'est important qu'ils le sachent. Il a été plusieurs fois arrêté, jugé, emprisonné. Pourquoi? Pour trouble à l'ordre public. Parce qu'il organisait des événements contre l'avis des autorités, des événements qui avaient même été interdits. Oui, exactement. Contre la vie, attention, le jeu de mots, hein, la vie que nous vivons ou contre les opinions? Non. Contre les décisions des autorités qui avaient été prises dans son pays. Ensuite, avant cette altercation, il avait été menacé d'une procédure de vote de pétition pour son changement par son pays au sein même du Parlement de la CEDEAO. Donc c'est dire en fait qu'il avait déjà eu plusieurs prises de parole qui n'étaient pas en tout cas courtoises, ce pourquoi il avait été plusieurs fois interpellé. Et moi, je peux comprendre la députée Adjaratou qui aujourd'hui a exacerbé, en tout cas par toutes ces prises de parole de ce député-là au sein de cette Assemblée nationale, de cette Assemblée parlementaire. Donc, moi, je peux comprendre en tout cas qu'elle soit au bout du bout. Et puis, bon, elle reste une personne humaine, ça peut arriver, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça se passe dans une institution internationale. Aïcha Krépy, réaction? Oui, j'aimerais répondre quand même. Parce que le simple fait qu'on fasse les profils psychologiques, c'est inquiétant. C'est pas un profil psychologique, on va la laisser finir. On va la laisser finir. Non, comme tu as utilisé le mot profil, je crois, c'est ça? Je ne sais plus. D'accord. Alors, et puis... Ça peut être un profil académique ou autre, c'est pas forcément psychologique. Et le fait que tu parles justement de leur background, que monsieur vient d'arriver effectivement en tant que député, au contraire, elle doit faire preuve de plus d'expérience et de sagesse. Pour moi, c'est un contre-argument justement en sa défaveur. Et puis, on peut citer l'exemple... Et puis, oui, pour revenir au monsieur, parfois, il y a des révoltes qui doivent se faire, non pas par la violence physique, mais au moins verbale, on appelle ça les joutes populaires. Et puis on a vu des cas récents au Kenya. Au Kenya, récemment, le président a renoncé à augmenter le prix de la vie, le prix de certaines choses dans son pays, parce qu'il y a eu des révoltes, une révolte violente du peuple. En France, l'électricité, le président Emmanuel Macron a renoncé à augmenter l'électricité parce que la gronde populaire n'est pas soutenable en fait. Parfois, cette révolte a besoin de se faire entendre. Effectivement, c'est un discours panafricain qu'on entend depuis des années. Pour revenir à l'honorable Madame Traoré, pour se gouverner des personnes, il faut savoir se gouverner soi-même. Ça, c'est ton dernier mot.
pour l'instant. D'accord. Juste à côté, Goï. Justement, je voulais dire que le background ne justifie en aucun cas la décision ou la réaction de la députée. Elle est vice-présidente de séance, elle a pour rôle de calmer les ardeurs et surtout, qu'y a-t-il de mal à exprimer des idées? Ce qu'il a dit, il n'a jamais insulté un chef d'État, mais au contraire, il a rassemblé une partie de l'opinion publique. Je voudrais qu'on revienne, sans te couper, donc, sur certains mots quand même. Hein. Ce sont les chefs d'État, ce qu'il dit, hein, africains de l'Afrique de l'Ouest qui pillent, donc qui appauvrissent, pardon, je trouve les mots, en pillant les biens de ces États. Piller, c'est quoi? On est au Parlement. Eric, donc on peut traiter un chef d'État de voleur. Parce qu'on est au Parlement, il n'a pas dit de voleur, il a parlé de piller. Non, mais piller, c'est la même chose. Non, pas du tout, pas du tout. On peut piller en étant simplement collaborateur d'une personne qui fait un contrat léonien avec nous. Ça peut prendre plusieurs formes, donc ce n'est pas systématiquement le vol. Ce que je veux dire, c'est qu'on est au Parlement de la CEDEAO. Et l'idée, dans la création justement du Parlement de la CEDEAO, c'est que là, on est une CEDEAO des peuples, parce que la CEDEAO a été décriée comme une CEDEAO des chefs d'État, pareil pour l'Union africaine, comme une confrérie des chefs d'État qui s'entraident entre eux. Donc l'idée de la création justement du Parlement de la CEDEAO, c'est de pouvoir exprimer ces différentes opinions. Mais si on doit faire taire ces opinions, qui s'expriment souvent de façon bruyante ou violente, mais si on doit les faire taire au moyen même des points voulant descendre, on ne sait pas trop exactement pourquoi, je trouve que c'est quand même dommage et mal embarqué pour ce Parlement. D'accord. Gandhi voudrait parler. À ce niveau-là, je dis que tout a été déjà dit. Hein. On l'a dit, la députée ivoirienne, elle est juriste de formation quand on lit. Et je pense que devant la violence des mots, ce n'est pas une violence physique qui devait quand même résoudre le problème. Parce que comme vous le constatez sur l'image, elle s'est levée du perchoir et elle s'est déplacée jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. Donc moi, rien ne peut justifier en fait cette forme de violence-là. Là, quand on a les mots où on est vraiment peut-être très dur à travers les mots, mais en fait, on peut toujours le recadrer. Surtout qu'elle le disait déjà, il avait déjà une pétition à son encontre, ça pouvait toujours continuer. Mais imaginez-vous un instancier, on ne l'avait pas attrapé, on ne l'avait pas interpellé. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire? Aller le prendre par le collet, aller pour qu'il puisse entendre. Parce que l'idée qu'on se retrouve au Parlement, c'est de convaincre sans toutefois aller par la violence physique. D'accord. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, elle a manqué véritablement en fait, d'élégance. Mais même à l'image du chef de l'État, avec toutes ces injures, est-ce que vous voyez le chef de l'État peut-être aller dans la violence? Il y a des canaux quand même pour exprimer en fait son désaveu, il y a des canaux quand même pour sanctionner quelqu'un. Et quand on se retrouve dans un Parlement, je pense régional... Tu es en train de dire que ce n'est pas honorable, donc la réaction? Oui, pour l'image même d'abord d'elle-même, d'abord qui est une mère, et on la connaît ici. Et ce n'est pas sa nature en fait, on la connaît ici, ce n'est pas sa nature. Mais mieux pour l'image même du pays. Voilà, donc je pense que c'est à condamner. Isabelle? Bon, moi, franchement, je pense qu'on est vraiment en train de faire un procès d'intention à la députée Adjara Traoré. Parce qu'elle s'est montée en spectacle. Non, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer mon propos, oui, merci. Donc, je pense qu'on lui fait un procès d'intention. Elle n'a pas voulu, en tout cas, je pense, hein, pour ma part, moi, je n'ai pas vu de point fusé. J'ai juste vu des gens la retenir, mais ils auraient pu la laisser. Je ne pense pas que ça serait arrivé, ils en seront arrivés aux mains. Ils auraient pu s'asseoir aussi. Cela dit, est-ce que vous pouvez me laisser terminer mes propos? Merci beaucoup. Cela dit, on parle aujourd'hui de liberté d'expression, etc. Mais moi, je pense que c'est pas... au nom de quoi? Enfin, je veux dire, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule en tout cas que chaque individu a le droit donc d'avoir la liberté d'expression, de s'exprimer, etc., d'opinion, etc. Mais je pense que la liberté d'expression devrait aussi avoir des limites. Des limites. Elle est encadrée déjà, donc. Elle est encadrée. Et si normalement elle est encadrée par les règles du Parlement de la CEDEAO, il n'aurait pas dû tenir les propos qu'il a tenus. Et c'est justement parce que ça fait plusieurs jours qu'il tient des propos qui sont discourtois qu'on en arrive là. Pourquoi faire un procès, en tout cas à Adjaratou, et ne pas faire de procès également à Guy Sagna? Parce que les deux, plus ou moins, sont dans cette guéguerre-là, je veux dire, qui sont dans la confrontation. Arnaud Goï, est-ce qu'il y a de la diffamation dans les propos du député Sagna? Est-ce qu'il y a des mots diffamatoires? Est-ce qu'il y a des mots injurieux? Faisons l'analyse objective hein, donc des propos du député. Personnellement, en tout cas dans l'extrait qu'on a entendu, je n'ai pas entendu de propos diffamatoires ni de propos injurieux. J'ai en revanche entendu des propos très véhéments, notamment par rapport à la gestion. Lorsqu'il parle d'appauvrissement par les chefs d'État,
c'est un discours qui ressort et c'est ce discours-là qu'il a repris. Il n'a pas traité un chef d'État de voleur, il n'a pas parlé de détournement précis d'un montant qui aurait été détourné et ce montant est avéré être faux. Il a parlé d'une gestion globale de la sous-région qui continue à être pauvre malgré l'étendue des ressources qu'on a dans la sous-région. D'accord. Est-ce que Hervé Attah a quelque chose à Oui, ajouter? moi, je voulais ajouter quelque chose. Moi, je pense que le député Sagna dit tout haut déjà ce que tout le monde pense tout bas. Au nom de quoi est-ce qu'on ne devait pas porter une critique, on ne devait pas porter de critique vis-à-vis d'un chef d'État? Moi, je dis non, on n'est pas dans un régime totalitaire. On est dans une démocratie. On peut porter son avis sur des chefs d'État. Et ce qu'il dit est une réalité en Afrique. Nos ressources sont pillées. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand il le dit, ce n'est pas une information. C'est une réalité. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Pillés? De quelle façon nos ressources sont pillées? Quelqu'un parlait de contrats donc, entre partenaires, de pays à pays ou de puissance à pays. Est-ce le cas? Bon, moi, je ne veux pas m'aventurer à répondre à cette question parce que je n'ai pas les éléments de langage pour. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que lors de cette session, il y a, comment dirais-je, le rapport du PNUD qui a été présenté. Donc, ce rapport s'intitule « Pauvreté, inégalité en Afrique de l'Ouest ». Quand le député Sagna s'est exprimé, il a en tout cas félicité les chiffres qui ont été donnés et il a justement dit que ces chiffres étaient corrects, etc. Mais ce qu'il remettait en cause, c'est la politique même du PNUD, en fait. Est-ce que c'était le lieu de le faire ? Parce que l'Assemblée qui était réunie à ce moment précis-là devait parler normalement du contenu du rapport. Mais lui, il s'écarte en fait du sujet pour venir parler donc de... Mais c'était ni le moment ni l'endroit en fait de pouvoir... Il s'est écarté du sujet? Il s'est écarté du sujet pour moi. Pour ma part, il s'est écarté du sujet. D'accord. Je pense qu'il a profité de l'occasion. C'est une tribune, c'est une occasion. Il avait peut-être... Il a profité de l'occasion pour pouvoir... parce que comme je l'ai décrit tantôt... Mais est-ce qu'il y a meilleure tribune pour parler des problèmes des États que cette tribune-là, cette session? Non, pas la CEDEAO, parce qu'on sait très bien le contexte dans lequel la CEDEAO s'inscrit aujourd'hui, avec le retrait des 3 pays qui ont formé aujourd'hui l'AES. La CEDEAO elle-même est suffisamment assez fragilisée. Venir encore au sein du Parlement de la CEDEAO faire ce genre d'écart, pour moi, ce n'est pas du tout opportun, en tout cas. Je te ramène la question à toi, donc, Kué Gandhi. Cette tribune-là rassemble les pays de la CEDEAO. Est-ce que c'est la tribune indiquée, bien choisie, donc pour le député Sagna, donc pour exprimer donc Non, moi je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas meilleur cadre que en fait un parlement, en fait, surtout un parlement en fait régional. Il n'y a pas meilleur cadre. Et mieux, moi, ce que je veux dire, en fait, le député Sagna, c'est vrai qu'on peut peut-être le condamner pour des propos. Là, c'est pas mon option. Il peut avoir dit, en fait, des choses, il peut avoir fait des dérives langagières. Ça peut exister. Il aurait pu choisir d'autres mots. Non, je ne juge pas ces mots. Je dis, vous voyez, il s'est exprimé librement. Il n'est pas allé au perchoir, il n'est pas allé devant la table de sciences pour taper. Il s'est exprimé de façon responsable. En retour, c'est ce que vous voyez, notre député qui s'élève, elle quitte carrément le perchoir, sa table, son espace, et elle rejoint l'Assemblée. C'est ça qu'il faut condamner. Tant que nous sommes en démocratie, tant que nous sommes dans un espace, on aura toujours des divergences. Mais est-ce que devant la divergence, on utilise une posture violente? Voici le débat. Et c'est ce que madame le député a fait. Peu importe ce que l'autre pourrait dire, peu importe. Voilà, je veux dire, la posture, on attend toujours, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais en fait, on peut utiliser aussi les mots pour pouvoir le confondre. La posture même du député Sagna, vous trouvez que c'est honorable? Quand la présidente du perchoir lui demande de se taire et qu'il continue de parler malgré le fait qu'on coupe son micro, pensez que ça aussi c'est honorable? Ce n'est pas honorable. Autant vous voulez condamner Adjara Traoré, autant condamner aussi Guy Sagna parce qu'il n'est pas dans le respect. On n'a pas lui demandé de se taire, il est là pour parler, on n'a pas lui demandé de se taire. Il est payé pour parler. Mais il doit respecter les règles, en tout cas, des prises de parole dans ce perchoir, enfin, je veux dire, dans cette assemblée. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Il a parlé de démocratie. Je voulais juste reparler de ça parce qu'effectivement, si on est dans une démocratie et pas dans une dictature, il faut accepter le jeu de la contradiction. Exactement. Sans forcément en arriver aux mains. Alors, je dis aux mains. Sans forcément en arriver à s'énerver de façon physique, etc. Accepter la contradiction. Alors, au-delà même de ce qu'il a dit dans le fond, on a parlé de liberté d'expression. Moi, c'est même pas ce qu'il a dit dans le fond, effectivement, qui peut interpeller, mais c'est des discours qu'on entend depuis longtemps. Hein. Dans la forme, effectivement, la posture, dans la forme, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas d'accord avec nous, en fait. Et effectivement, si les chefs d'État africains, mentionnés ou pas,
sont cités en tant que voleurs, pilleurs, ce sont des synonymes, que les États se constituent en tant que partie civile et portent plainte, tout simplement. D'accord. Ce cas n'est pas donc isolé. C'est pas la première fois que ça arrive je veux dire, à l'Assemblée nationale, qu'elle soit donc la session de l'Afrique de l'Ouest ou même dans les pays. Il y a des cas que nous avons connus. On peut en parler. C'est des choses qui arrivent. Donc, on ne va pas dire qu'il faut blâmer. En même temps, ce sont des choses qui arrivent dans les parlements à l'intérieur des pays. Mais là, dans un parlement régional, etc., ce sont des cas qui sont moins présents. Et on n'est qu'à la première session de l'année. La première session de l'année. Les problèmes dans les pays sont ramenés là-bas forcément, donc il peut y avoir contradiction, il peut y avoir ce genre de réaction. Est-ce qu'il faut condamner, mais forcément comme on le fait ici et d'autres le font, la réaction de la députée? Les Ivoiriens dans leur ensemble ont les mots adéquats en fait pour condamner une attitude, une posture. Les Ivoiriens en ont. Voilà. C'est-à-dire que je me dis que juriste qu'elle est, elle avait les mots et elle avait tous les canaux en fait pour le confondre et c'était bien possible. Voilà. C'est bien possible, voilà. Isabelle, n'est-ce pas? Isabelle reste motus bouche cousue sur cette question. Je peux réagir. Moi, je reste vraiment sur mon point. Le député Sagna n'en est pas à sa première prise de parole. Il aurait pu dire ce qu'il a dit tout en restant courtois. Je pense qu'on aurait évité la scène qu'on a eu à voir. Mais plusieurs fois, il a été interpellé à plusieurs reprises, sur plusieurs jours, à un moment donné, quand même la présidente du Parlement lui demande de se taire et qu'il continue de parler, je suis désolée, mais ça peut très vite déraper. D'accord. À l'international, Hervé Attah, c'est des choses qui arrivent. Donc, au Sénégal, c'est arrivé, au Kenya, dans d'autres pays, dans la sous-région même. Et c'est des choses que nous déplorons, parce que moi, je pense que lorsque nous sommes dans un Parlement, on doit faire prévaloir la force des arguments. Là où il y a une démarche violente, une démarche corporelle, c'est un aveu d'échec, en fait. D'accord. Moi, je dis qu'on ne blâmera pas l'Afrique parce que même en Chine, il y a des pays à l'Occident de grande puissance. Géorgie, Italie, récemment. C'est déplorable. Oui, bon. C'est déplorable. D'accord. Les représentants du peuple. C'est déplorable. Si on demande au peuple de ne pas se battre, peut-être qu'ils en ont un peu le droit quand même de... Non, mais c'est de là-bas que doit venir l'exemple. C'est de là-bas que doit venir l'exemple. C'est de là-bas que doit venir l'exemple. Et puis honnêtement, si c'était simplement une députée, j'aurais rejoint Isabelle peut-être sans problème. Mais là, effectivement, la posture d'être vice-présidente quand même, de percher un peu au-dessus, d'avoir justement de la hauteur normalement, de la sagesse, de pouvoir calmer justement les ardeurs de certains. J'aurais aimé qu'elle nous donne ça. D'accord. Et moi, il y a un point sur lequel vraiment j'aimerais revenir, c'est que quand il y a eu en tout cas tout cet acharnement sur les réseaux sociaux autour donc, de cette vidéo, moi, ce que je constate, c'est que quand on est une femme et qu'on fait de la politique, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai vu des commentaires à l'encontre donc de la députée Adjaratou Traoré. Excusez-moi, mais je veux dire, c'est complètement inadmissible en fait. Ils disent qu'elle est émotive, c'est ça ? Qu'on la... Non, pas ça, mais qu'on l'attaque en dessous de la ceinture, je trouve ça vraiment... Non, ça faut pas. Voilà, je trouve ça vraiment... Et en fait, il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire que personne n'arrive à avoir des arguments pour aller à l'encontre de ce qu'elle a dit ou ce qu'elle aurait fait. Mais en tout cas, il n'arrête pas de la tacler sous la ceinture. Et ça, franchement, c'est mon... On est pleinement d'accord. On est pleinement d'accord avec toi. Si vous reprochez à la députée d'être violente, ne lui dites pas donc, par la violence verbale, par des injures. C'est le lieu de vous rappeler comment utiliser les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous avez un pass de 100 francs qu'on se donne le droit. Donc, on se dit, on a la possibilité d'insulter tout le monde. À tout va, comme on veut, sur les réseaux sociaux. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Il y a un organe qui se promène sur les réseaux sociaux qui vous observe sans parler et qui, quand il faut, réagit derrière. Et juste, ça, c'est vraiment le dernier point. Le dernier point pour Isabelle. Sur ce sujet-là. Très bien. Quand, par exemple, on sait très bien qu'il est panafricaniste, le député Guy Sagna, quand il prend la parole, etc. Mais lui-même veut que l'Occident respecte nos chefs d'État. Lui-même veut que l'Occident respecte l'Afrique. Mais pourtant, il est le premier à les insulter, à les clouer au pugilat. Paradoxe pour moi. D'accord, on a entendu sur ce plateau. Non, mais on est en famille. Le linge sale se lave en famille, c'est la CEDEAO. Non, je suis désolée. Une fois que les caméras sont allumées, c'est plus en famille, c'est aux yeux du monde entier. Et là, il y avait des représentants du PNUD qui étaient là. Voilà, ils nous ont présenté leur rapport et c'est à la suite de ça qu'il en a profité pour faire ce qu'il a fait. Pour moi, ça reste toujours un paradoxe. D'accord, merci à tous pour vos avis. Donc, on va poursuivre cette émission avec la prochaine rubrique, justement, ça fait l'actu. On en parle dans un instant. Ça fait l'actu, assainissement du district d'Abidjan. Donc, c'est
Difficile opération de déguerpissement à Adjamé village que nous avons observé donc, sur les réseaux sociaux. On a crié alerte, alerte. Que se passe-t-il à Adjamé village justement? Vous avez tous vu cette actualité. Que s'est-il passé à Adjamé village? Je voudrais commencer par Gandhi cette fois. Cette opération-là, observée le dimanche 21 juillet, donc ce déguerpissement à Adjamé village a viré donc à une violence entre les habitants et l'équipe chargée donc du déguerpissement. Qui a déguerpi qui? Est-ce le ministère? Est-ce le district? Dans quel projet on en parle? Bon, en fait, je constate, en fait, chaque fois qu'on parle de déguerpissement, je constate en fait qu'il y a un problème de communication. Parce que les personnes qu'on vient, en fait, eh bien, les espaces qu'on vient assainir, en fait, on constate que les populations donnent toujours le prétexte qu'elles n'ont pas été informées. Et du côté des gouvernants, ils disent qu'ils ont longuement, ils ont sensibilisé. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Comment prendre tout le monde à témoin? C'est en cela qu'avant de venir même dans le vif, je veux inviter le gouvernement à communiquer assez, même pourquoi pas même à travers les médias, la télévision, en fait, qu'on nous dise par exemple, voici tel, et pour qu'on puisse savoir, parce que c'est une sorte de contrat. Les populations doivent être déguerpies, mais on doit assainir en fait certains milieux. Les gens sont d'accord. Je pense que bien avant ça, il y a eu déjà des moments de sensibilisation, il y a eu des points d'accord. Mais c'est un projet qui date depuis longtemps. On a appris que la chefferie donc, de Adjamé village a demandé à l'État du Côte d'Ivoire, au district, justement de lui laisser un temps pour, je ne sais pas, pour faire des arrangements. Oui, mais le constat montre qu'en fait, les populations ont toujours montré en fait, la sourde oreille. Souvent, un prétexte qu'on n'a jamais été informé. Mais ce qu'il faut dire, c'est toujours bon, en fait, avec le Grand Abidjan, avec tout ce qui se passe, c'est toujours bon d'assainir, c'est toujours bon d'améliorer. Et partout, on aura l'occasion d'améliorer, d'assainir. En fait, on verra quelques petits couacs des populations. Mais en fait, ce que moi je veux dire, est-ce que les populations sont véritablement informées, contrairement à ce qu'elles disent? Est-ce que les gouvernements ont pris? Mais le président de la République l'a déjà dit, il faut donner un visage humain à ces opérations-là. Voici le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un caractère humain? Quand on veut assainir, quand on les déplace, bien quand on casse, là, ceux qui étaient là, qui faisaient leur petit commerce, en fait, où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qui a été décidé pour eux? Voici en fait la question. Bon, à ce niveau-là, je pense que déjà avec les informations que nous avons, c'est une opération du ministère des infrastructures économiques sous la houlette en fait, du district. En fait, on va être un peu plus précis. Donc la démolition des magasins d'Adjamé, donc village, est l'œuvre du projet de transport urbain d'Abidjan, dit PTUA, une structure sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, c'est cela. Donc, on va dire que le district n'est que la main qui agit pour la main d'œuvre qui agit pour le ministère. C'est cela. Donc, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, forcément. Donc, avis, Arnaud Goï. Oui, moi je pense que à un moment donné, il faut vraiment dégraisser Abidjan parce qu'on a toutes ces scènes-là. Parce qu'Abidjan est surpeuplé, toutes les activités économiques, toutes les activités politiques, toutes les activités institutionnelles se déroulent à Abidjan. Et finalement, on a une ville qui ne fait qu'enfler et où les parcelles deviennent véritablement des trésors. Donc je pense que il faut bien sûr communiquer, comme l'a dit l'autre, il faut communiquer parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations entre les populations qui disent n'avoir pas été indemnisées et le gouvernement qui dit avoir été informé. On ne sait pas qui dit vrai ou qui dit faux. Et le gouvernement qui dit avoir informé, pas été informé. Avoir informé. C'est ça. Les indemnisations, selon la loi, doivent se faire avant. Et bon, bref. Donc il y a tout ce processus-là qui n'est pas toujours très clair et comme on ne communique pas suffisamment, on ne sait pas qui dit vrai ou qui dit faux. Mais je pense que l'épine dorsale et le problème central, c'est que Abidjan est trop surchargé et on aura toujours ces tensions autour des différentes parcelles. Abidjan est trop surchargé. Là on parle d'un village, quand même. C'est un village ébrié, Adjamé village. Et cette rue-là, c'est la rue principale donc de ce village-là. Qu'est-ce qui est cassé exactement? Est-ce que c'est des maisons? Est-ce que c'est des... Ce qui est cassé, ce ne sont pas des maisons, ce sont des constructions anarchiques de commerce, notamment des bars, des kiosques, etc. C'est ce genre de choses qui a été cassé. Quel est l'intérêt de le faire à l'intérieur d'un village? Parce que justement, ils ont été en fait construits sur la grande artère, en tout cas du village, et notamment sur un espace public. Il faut savoir aussi qu'au dernier Conseil national de sécurité, il avait été donc noté, en tout cas, la recrudescence des accidents de la route, etc. Mais c'est tout ça, en fait, qui crée les accidents de la route. Toute cette pollution voisinante en tout cas. Quand je parle de ça, je parle de quoi? Aujourd'hui, par exemple, dans certains... aux alentours de certains établissements, par exemple, il y a des fumoirs, ce genre de choses, etc. Donc il faut vraiment, en tout cas, que le gouvernement puisse agir comme il l'a fait, en tout cas hier,
pour pouvoir justement assainir et éviter en tout cas la délinquance des jeunes, etc. Et moi, je pense en tout cas que c'est une action à saluer, mais comme Gandhi l'a dit précédemment, il faudrait vraiment qu'on regarde ce volet communication. Mais moi, j'aimerais en tout cas entendre la part de vérité du ministère, savoir en fait quelles sont les actions qu'ils ont eu à mener justement dans le cadre de cette opération, savoir s'ils ont effectivement communiqué et peut-être que ces jeunes qui sont allés à l'affrontement avec les autorités qui étaient sur place ont peut-être aussi été manipulés. Hein. Moi, je vais vraiment dans toutes les spéculations possibles. Peut-être qu'ils ont été manipulés, ils ont été utilisés, on leur a peut-être fait passer un message qui n'était pas forcément le bon. Ils ont pris des pierres et tout pour aller donc agresser ceux qui sont venus donc, alors que c'est pour leur propre bien. D'accord. De toute façon, ce projet de lutte contre le désordre urbain, il a été lancé déjà donc, depuis, il a démarré effectivement donc, aujourd'hui, hein, c'est cela. Quel est ton avis? Officiellement, oui. Après, on a vu quelques actions depuis quelques mois, mais mon avis, alors il est un peu mitigé. Je suis d'accord avec Isabelle dans le sens où il faut qu'on ait les deux versions. Ça me rappelle un peu les déguerpissements à Gesco et autres, où l'État disait qu'effectivement, ils ont été prévenus. Donc après, à qui la faute, les propriétaires, etc. Et puis, dans tous les cas, même s'il y a eu communication, ce genre d'action est toujours mal perçu, en fait. On vous enlève un espace qui vous fait gagner potentiellement votre vie. C'est un peu compliqué à accepter. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu communication, mais comment? Il y a plusieurs façons de communiquer. Comment est-ce qu'il y a eu communication? Comment est-ce qu'on est venu sur les lieux? Est-ce qu'on a préparé la population? Bon, si le ministère dit que ça a été le cas, effectivement, alors là, il faut se responsabiliser. Il faut construire quand on a le droit de construire, en fait. On ne peut pas pleurer après, alors qu'on a créé son propre mal-être. Voilà. On ne peut pas pleurer après alors qu'on a créé son propre mal-être, on est d'accord avec ça? L'État essaie de créer quand même un bien-être, n'est-ce pas? Un cadre agréable. Voilà, exactement. L'État essaie de créer un cadre agréable. Moi, je pense que l'assainissement, c'est d'abord bien pour la population. Très bien. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on aille dans les émotions de part et d'autre, tout ça. C'est d'abord bien pour la population, dans la mesure où ce genre d'endroits, souvent, sont des endroits pour la délinquance juvénile. Il y a beaucoup de fumoirs, comme Vauvor l'a dit tout de suite. Il y a beaucoup de fumoirs autour. Il y a plein de bars qui ne doivent pas être là. Les choses ne sont pas réglementées comme elles le doivent. Donc, c'est des choses qui sont bien pour la population. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il ne faut pas aller dans l'émotion et puis laisser l'État faire son travail. Bien sûr, avec un visage humain. Mais quand vous voyez même la vidéo, là, vous voyez que ceux qui sont en train de raser, ils ont quasiment construit en fait des kiosques sur abords. Le trottoir. Oui, sur le trottoir, mais aux abords même des conduits d'eau. On sait qu'on est en pleine saison de pluie, mais c'est pour leur bien justement ce qui est en train de se... C'est pour ça que je veux aller dans une spéculation, dans une analyse spéculative en disant, mais est-ce que ces jeux, parce que ceux qui sont sortis avec les jeux de pierre et tout ça, les jets de pierre, pardon, et tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes manipulés, envoyés, parce que ce ne sont pas les commerçants qu'on voit, ce sont des jeunes en fait. D'accord. Mais Landry, qui sont sortis pour aller je vous interroge quand même l'un après l'autre. Je pense que je vais manipuler par qui il faut peut-être... Un instant, parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Parlez pas tous ensemble. On aimerait vous entendre. On constate effectivement que ce ne sont pas des maisons. En fait, ce sont des petits commerces, comme on le dit. Mais moi, ce qui m'étonne par moment, ces petits commerces-là sont souvent, en fait, par les mairies ou bien par les villages. Ils perçoivent des taxes. Au niveau vous constatez, ils perçoivent des taxes. Et dans les villages, par exemple, je sais par expérience que dans les villages, même quand la mairie, même le district n'y arrive pas, c'est du ressort, en fait, du conseil du village. On veut dire les chefs du village. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que c'est un village que ça doit être exempté de l'opération, parce que ça est Abidjan. Quoi qu'on dise, un village est dans un pays. Un village ne vit pas de ses règles. D'accord. Si on dit que la mairie encaisse des taxes, on va dire que la mairie... Oui, la mairie, pas moi, on va dire que dans les villages ébriés... Je vais jusqu'au bout. Oui. On va dire que la mairie a permis l'installation. Non, pas dans les villages ébriés, c'est pas comme ça se passe. C'est pas la mairie qui fait le recouvrement. Ça, ils ont leur conseil. Mais je veux dire, dès lors je ne parle pas de recouvrement, je parle d'installation du commerce en question. Non, ça, c'est encore du ressort des chefferies, dans les villages ébriés. Mais moi, ce que je veux dire, quelles que soient les raisons qu'on puisse avancer vraiment, il faut saluer, comme l'a dit l'autre, il faut saluer l'assainissement. Il faut dégraisser Abidjan. Mais je veux dire, aucune raison ne peut justifier parce que c'est leur village, donc ils doivent se comporter en fait, comme ils le veulent. On va terminer avec Arnaud Goï. Oui, cette opération a lieu dans un village, mais depuis plusieurs mois, on se rend compte qu'il y a des opérations d'assainissement dans tout Abidjan. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, comme il le disait, beaucoup de ces commerces, en fait, ont des autorisations de la mairie. Vous savez qu'il y a une possibilité d'utiliser le domaine public à fin privé lorsqu'on paye une certaine... C'est totalement légal. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas construire, excuse-moi. Utiliser, c'est pas construire. Oui, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que
souvent les populations ne comprennent pas qu'elles ont une autorisation de la mairie qui est d'ailleurs en cours. On dit qu'elles ont été prévenues, des fois pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont encaissées par la mairie. Et puis, on dit que leur établissement ou leur commerce présente un danger, etc. Non, je crois que la mairie, enfin, les collectivités territoriales et l'État doivent véritablement s'accorder sur l'aménagement urbain pour ne pas que il y ait un double niveau. D'accord, on va terminer là. On a entendu tous vos avis. Non, je voulais juste compléter. Parce que le ministre Robert Begré-Mangbé, ce matin, en parlant de communication, le Premier ministre. Excusez-moi, en parlant de communication, le Premier ministre a annoncé que le district d'Abidjan devait maintenir justement le dialogue dans le cadre de cette opération. Très bien. Maintenir le dialogue dans le cadre de cette opération. Pour être juste, je te permets quand même une seconde, mais pas longue. Non, je passe mon tour. D'accord, merci beaucoup. C'est l'occasion donc, de vous inviter, honorable chef de village, à nous rejoindre sur ce plateau si vous avez votre part de vérité à donner sur cette affaire de Adjamé Village, dont une partie est en démolition. Donnez votre avis sur ce qui se passe en ce moment, donc ce qui s'est passé hier dans ce village. Notre plateau vous est ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez. Nous on marque une pause. Si vous nous prenez en marche, nous sommes sur Live TV, la télé sans filtre, au premier numéro du Talk des vacances avec de nouveaux visages. Ce que je vous ai présenté donc en début d'émission, la plus ancienne des anciens sur ce plateau, c'est bien Isabelle Vauvor, bien sûr. Sinon, les nouveaux chroniqueurs, Aïcha. Ta chroniqueuse préférée? Ben, bien sûr. Aïcha Crépi, comment ça va? Ça va On se sent bien sur ce plateau. Arnaud Goï. Toujours. Très bien. Atta Hervé. Et puis Gandhi. Gandhi Cuier, merci d'être avec nous. On a bien entendu vos avis. On espère que... J'ai entendu quelqu'un me demander à l'oreillette, Isabelle n'est plus ta préférée. Je pense qu'il va se passer des clashs sur ce plateau si je réponds à cette question. Ce sont mes préférées, je les adore toutes les deux. Et je suis sûr qu'une bonne ambiance... On est deux femmes seulement, si je suis Vous êtes deux femmes, donc je vous aime toutes les deux. Les gars, vous n'êtes pas dedans. Je vous aime toutes les deux. On va passer de belles vacances ensemble, justement. On va aller à l'international, vous voulez bien? Et puis justement, à l'international, le président Joe Biden a décidé de se retirer donc à la campagne, de se retirer de sa campagne de réélection à la présidentielle aux États-Unis en 2025. Joe Biden n'est plus de la course. Est-ce que vous pensez que ce retrait est justifié pour vous? On va utiliser encore vos panonceaux, très chers amis. D'accord? Pas d'accord? Est-ce que c'est justifié? Si oui, d'accord. Si non, pas d'accord. On ne peut pas... Mi figue, mi raisin pour toi? Oui. Non, je suis catégorique, moi. Je suis ferme. Alors, d'accord. D'accord? Très bien. D'accord. Pour Gandhi, d'accord aussi. Pour Arnaud Goï, d'accord? Justifié. Isabelle? Retrait justifié. Vous avez donné chacun les justificatifs, justement. Hervé, Atta, tout le monde est d'accord avec le retrait de Joe Biden. La personne qui a soulevé son panonceau en premier va nous dire pourquoi est-elle d'accord avec ce retrait. Alors, je vais dire d'abord pourquoi j'ai mis pas d'accord en premier. Parce que sur le principe, le fait d'être combatif, moi j'aime ça. J'aime les gens opiniâtres. Donc effectivement, la démarche d'aller jusqu'au bout, de se représenter est importante. Surtout qu'il n'est pas tout seul, il représente quand même un parti, les démocrates. Ensuite, compte tenu de son état de santé. Même si ce parti n'est plus d'accord avec eux. Justement, compte tenu de son état de santé, j'allais y venir, je trouve que c'est une décision très sage. Compte tenu aussi, alors quand je dis état de santé, je ne connais pas sa santé dans l'intimité, mais on voit, quand il appelle par exemple le président de l'Ukraine, Poutine, il y a un petit problème. On va dire que c'est un humain qui peut avoir un lapsus lingué. C'est un humain qui vieillit, tout simplement. D'accord. La décision est très sage par rapport à cela et par rapport aussi au fait qu'il est presque tout seul maintenant. On l'a lâché, tous les démocrates, quasiment, les principaux démocrates de son parti, les grandes têtes, comme on dit, l'ont abandonné. Il faut être réaliste. Donc c'est une décision très sage. Il ne s'est pas obstiné, en fait, comme beaucoup d'autres le font. On ne se représente pas systématiquement. J'aimerais bien parler de ça aussi, parce qu'il y a cette façon de nos jours de vouloir briguer un nouveau mandat systématiquement jusqu'à l'infini pour certains pays. Eh ben, je trouve qu'il y a une démarche d'humilité aussi de dire, voilà, j'ai fait mon temps, je suis malade ou non, j'ai été lâché ou non, mais j'ai fait mon temps. Et c'est la fin. Cette démarche d'humilité-là, très peu long. Rien que pour ça, je suis d'accord. Et quel est son bilan aussi? Est-ce qu'on se représente comme ça ou est-ce qu'on se représente quand le bilan est favorable? C'est ça. Et donc, je voulais juste, en petit point, par contre, je me demande qui pour le remplacer parce qu'on n'a plus grand monde, en fait, finalement. C'est pour ça que je dis,
Peut-être qu'il Il n'y a aurait fallu personne déjà aller- de désigné. On va aller plus loin dans ce débat. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un désigné. On attend la convention. Mais D'accord. officiellement, Il n'y a personne de désigné officiellement, Voilà. même si lui Oui, voilà. porte son Il a fait choix la sur passe. sur On sa attend la vice-présidente. convention. Reste à savoir, est-ce que le Parti démocrate va faire une convention ouverte et permettre à plusieurs personnes de concourir, D'accord. ou va simplement se limiter à Comme tu as pris la doubler, parole, tu vas nous dire pourquoi tu es d'accord. Exactement, oui, non, je suis d'accord parce que c'est un choix complètement logique. On l'a vu ces dernières années. Et depuis le début de son mandat même, à avoir des errements dans le langage, à confondre des pays, à buter contre des murs, à appeler... Par contre, Trump, c'était pas la première fois Pardon ? contre le président. Non, pas le du débat tout, pas du tout. Durant tout ce mandat, il y a eu... Après, les Américains ont relativement accepté, une partie de l'opinion en tout cas, parce que les trompistes ou les militants de Trump ont tellement tiré sur la corde de son état de santé que finalement, ça devenait très trompiste de relever en fait ces différents errements. Mais ces errements sont effectifs. Donc, à un moment donné, il fallait se retirer. Et en face, en fait, on a un parti républicain qui est armé. Tout le monde a rejoint finalement Donald Trump, même ses adversaires, hein, le gouverneur de Floride ou encore Nikki Haley, qui était sa principale adversaire lors des conventions. Tout le monde finalement s'est déprimé, tout le monde finalement s'est rallié à Donald Trump. Donc on a un parti qui est extrêmement rallié d'une fort. certaine façon sur la Rallier sa candidature, en tout cas pour l'élection prochaine de novembre. Donc on a un parti républicain qui est très fort. On a Donald Trump qui a les moyens, qui engrange les moyens en tout cas pour pouvoir mener à terme cette élection. Et puis on a un parti qui finalement est divisé, hésitant. Est-ce qu'il faut y aller, ne pas y aller finalement? Donc je crois que la décision qu'il a prise est la bonne, même si elle tente à fragiliser le Parti démocrate. D'accord. Bon, moi, à mon Monsieur niveau, Puy. il faut dire que c'est d'abord une décision sage, très sage, parce qu'il s'est plié quand même devant l'intérêt général. Voilà. Il a fait preuve quand même d'intérêt général. Il ne s'est pas cantonné sur l'ego, contrairement à ce à quoi on assiste. Et ça, c'est déjà très sage. C'est vrai qu'on a parlé de son cas, de maladie, tout, mais je pense qu'il s'est écouté, il a écouté son entourage, et puis bon, il s'est plié devant la réalité de la nature. Il ne pouvait pas continuer, et puis bon, c'est à saluer. Il n'a pas fait preuve de jusqu'au boutiste. Voilà. Parce qu'au début, il avait dit en fait qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il puisse se retirer, et là, il s'est retiré avec déjà des sons discordants dans son propre camp d'abord au début. Et puis bon, la réalité, avec tout ce qu'on a observé par-ci, par-là, je pense que c'est assez. Cette façon de se dédire, je veux dire, d'une certaine façon... Non, mais quand on se dédie qu'à l'intérêt général, c'est toujours bon. Quand on doit se dédier pour l'intérêt général, c'est toujours à saluer. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va en guerre, mais qui veut tuer, puis à un moment donné, qui avait décidé... Il ne se dédie pas de façon volontaire. Quand on se dédie de façon volontaire, c'est peut-être de la pression qui lui a été mise par ses pairs. Oui, mais au-delà de la pression, il y a quand même être quand même candidat, c'est d'abord un choix, c'est vrai, le choix collectif parce qu'on va à la convention, mais c'est aussi un choix personnel. Parce que devant tout ce qui disait, rien n'était en fait formel, c'était des avis en fait. Voilà. Je veux dire, mais il y a des gens qui continuent à le soutenir. Mais il a pu accepter la réalité du moment et il a privilégié l'intérêt du groupe. L'intérêt de son pays, d'abord les États-Unis, mais l'intérêt de son parti. Et ça, c'est à saluer. En fait, pour dire qu'en dehors de sa personne, il y a des plans B. Contrairement à d'autres où on voit qu'il y a des plans A, des plans B qui se résument à la même personne. C'est un homme à saluer. La décision est sage. C'est des non-dits, hein. On pourrait être un peu plus clair. Oui, bien sûr. Déjà, dans notre pays, avec tout ce qu'on voit déjà avec le poids de l'âge, certaines réalités, certains pensent qu'après Dieu, c'est eux, c'est Dieu le Père. Sans eux, ça ne peut pas continuer. Il faut arrêter cette façon de faire. D'accord. Je ne vais pas te poser la question de savoir de quel pays tu parles, mais bon, on va demander... Non, mais déjà même, je peux parler de mon pays. La réalité est là, parce que c'est un message qu'il lance à tous les acteurs politiques du monde entier, et précisément en Afrique. Et je dirais même en Côte d'Ivoire, mon pays. Voilà. Déjà, le président Ouattara, le président Gbagbo, qui sont candidats déjà pour 2025. Ils l'ont déclaré? Oui, mais déjà Gbagbo le déclare, quand bien même déjà il n'est pas sur la liste. Le président Ouattara ne l'a pas déclaré. Il n'a pas déclaré, le président Ouattara. Attends, mais déjà avec ce qu'on observe, avec tout, même s'il ne faut pas dire, c'est qu'il n'est pas officiel. Non, même s'il ne non, je veux dire, les analyses, c'est pourquoi. On peut déjà anticiper, il ne le déclare pas, mais des gens de son parti qui sont non des moindres ont déclaré, le déclarent. Touré Mamadou n'est pas n'importe qui le ministre. Si c'est Bakongo, le ministre-gouverneur n'est pas n'importe qui. Je veux dire que c'est des indices. Et déjà, avec tout ce qu'on fait déjà, avec quand ils ont des tribunes, ils le disent. Finissons avec Joe Biden déjà, donc pour avoir l'avis d'Isabelle Vauvor qui a dit pas d'accord comme tout le monde. Touré Mamadou a dit candidat naturel, ça ne veut pas dire que c'est le J'avais souhaité que tu ne candidat rebondisses pas officiel dessus, pour mais 2025. bon, c'est pas grave, j'étais sûr. Moi, je trouve en tout cas la réaction de Joe Biden une réaction salutaire, de démocrate. Il montre en tout cas l'exemple de la démocratie. Et puis, la preuve, il est président des démocrates. Donc, en tout cas, c'est à saluer.
Et puis finalement, son état de santé y a joué pour beaucoup. Récemment, il a été testé positif au Covid-19. Il a eu à annuler plusieurs tournées de meetings qu'il devait tenir et tout dans le cadre donc de la campagne électorale. Il n'a pas pu les faire. Donc je pense qu'il a été vraiment mis sous le coup de la pression parce qu'il y avait plus de 30 élus démocrates, en tout cas, qui ne le soutenaient plus. Donc il n'avait pas d'autre choix que de retirer sa candidature au vu donc de l'état de sa santé et au vu donc des élus démocrates qui ne le soutenaient plus. Donc ce n'est pas forcément une décision personnelle, il a été quand même mis sous pression. Je pense que les deux ont joué. Comme je l'ai dit, décision personnelle parce que sa santé ne lui permettait pas donc, de pouvoir assurer la campagne électorale. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il a dit, lui, parce qu'il était quand même au courant de sa santé quand il était... Non, en fait, ce qui a véritablement joué sur ce point-là, c'est le débat du 27 juin. Le débat du 27 juin des démocrates face donc aux républicains a vraiment mis en lumière les lacunes et surtout l'état même de santé avec tous les errements possibles du président Joe Biden à nu. Donc il n'avait d'autre choix, en tout cas, que de se retirer au vu de tous ces éléments-là. Il faut savoir aussi que l'élection présidentielle américaine va se tenir donc, le 5 novembre prochain. On est à 4 mois de cette élection-là. Décider en tout cas de ne plus être candidat de son parti, c'est une décision vraiment qui est, j'ai envie de dire, qui est étonnante en tout cas, qui dépasse, qui surprend tout le monde. Voilà, qui surprend tout le monde. On s'y attendait un peu quand même. On s'y attendait un peu, mais je veux dire, c'est une décision qui est risquée. Mais tous les sondages, en tout cas, le donnaient perdant face à Trump. Et j'en veux pour preuve la projection d'Epic Emra, qui est une institution donc, de sondage très reconnue en Amérique, donnait donc une avance de 49% à Trump contre 42% en fait pour Joe Biden. Donc du coup d'intention de vote en tout cas. Donc pour moi, Joe Biden aujourd'hui est le héros américain parce qu'il fait preuve en tout cas d'exemple démocratique, non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. D'accord. Hervé Attah. Oui, merci. Je crois que l'attitude de Joe Biden témoigne un peu de la grandeur de l'homme d'État qu'il est. Il a rejoint l'intérêt général et quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. J'espère que ça va servir d'exemple à nos chefs d'État africains parce qu'il y a certains qui se croient investis d'un pouvoir divin ou d'une mission divine. Quand on n'a plus de souffle, il faut arrêter la course. À un moment donné, il faut écouter l'intérêt général du peuple et puis ça va laisser tomber, ça va démissionner. Voilà. Il faut savoir laisser tomber, savoir démissionner. Vous l'avez dit, Arnaud Goï, est-ce que cela ne donne pas donc, du poids aujourd'hui encore ne joue pas en faveur des Républicains? Oui, pour montrer clairement, ça joue en faveur des Républicains. Je pense que ce scénario avait été quand même envisagé par les démocrates puisqu'ils avaient appelé, donc ils ont très clairement préparé un plan B. Mais oui, ça joue pour les Républicains parce qu'on a un ancien président, Donald Trump, qui est adoubé par l'ensemble de son parti, qui mobilise des foules, qui mobilise des fonds parce que c'est extrêmement important. Il faut faire campagne dans plus de 50 États et sur un certain temps, donc ça demande beaucoup d'argent. Donald Trump a une partie de cet argent et une partie de ce soutien-là. Et surtout, il a passé tout le temps, en tout cas pendant le mandat de Joe Biden, a accusé à la fois ses positions, mais également son état de santé. Et finalement, on lui donne raison, parce que l'état de santé de Joe Biden est tel qu'il ne peut pas poursuivre. Les Trumpistes vont plus loin même. Ils demandent, ils exigent en tout cas que dès maintenant, il y ait démission, parce qu'ils estiment qu'il ne peut pas finir son mandat, même si Joe Biden a été très clair dessus. Ce que je voulais relever en revanche, c'est le fait qu'il ait annoncé cela sur Twitter, sur X. Donc pour dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle extrêmement important dans le paysage politique. C'était moins le cas aux États-Unis, notamment on critiquait Donald Trump qui boudait un tout petit peu les médias classiques pour faire de grandes annonces sur les réseaux sociaux, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un outil de communication incontournable. D'accord. On a entendu Gandhi dire, hein, là encore je te garde la parole, te garde la main, on a entendu Gandhi dire, parler de retrait, d'exemples à suivre pour nos États africains, avec pour argument donc peut-être l'état de santé ou encore le poids de l'âge. Est-ce que tu partages Tout à fait, parce que je crois qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait que certains hommes d'État se retiennent un certain âge. Mais une chose est claire, c'est que médicalement,
il est prouvé qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus la vigueur au niveau de ses neurones, on n'a plus la vigueur au niveau de sa santé, etc., etc. Et même lorsqu'on prend l'historique de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on prend la Constitution de 60 ou plus récemment la Constitution de 2000 qui a changé avec la Troisième République en 2016, il y avait des exigences au niveau de la santé et il y avait des exigences également au niveau de l'âge. Il fallait avoir 75 ans ou plus et puis il y avait un bilan de santé fait par un certain nombre de médecins. Ces différents éléments ont été retirés de la Constitution, et l'état de santé et l'âge. Et puis finalement, on peut avoir toutes sortes de profils, en tout cas médical et psychologique, parce que le bilan de santé, il est à la fois physique et également psychologique. On peut avoir toute forme de santé psychologique qui peut enfin, prétendre à la fonction suprême. Est-ce qu'on n'a jamais eu de bons gouvernants africains? Est-ce qu'on n'a jamais eu de bons gouvernants africains à 80 ans? Est-ce que, je veux dire, je me permets de rebondir dessus. Rapidement, on a beaucoup plus de chances d'avoir des personnes malades à plus de 70 ans, à plus de 80 ans, que d'avoir des personnes malades beaucoup plus tôt. C'est naturel, en fait. Maintenant, mais si l'homme d'État se sent en pleine santé, comme Nelson Mandela dans le temps? Mais il a démissionné. Mandela, justement, a démissionné. Il avait autour de 79-80 ans. Il a démissionné parce qu'il s'est dit qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et alors qu'on est dans des situations, notamment en Côte d'Ivoire, où des gens ont plus de 80 ans, mais estiment que... Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer nos amis camerounais qui aiment bien en parler donc, sur leurs réseaux sociaux. Eux qui insistent. Crépi, par rapport à cette même question, la question de l'âge. Oui, alors c'est vrai qu'on a fait un peu l'éloge de Joe Biden ici sur ce plateau. C'est vrai qu'il a été sage dans sa décision, mais c'est peut-être pas de son fait, effectivement, puisqu'il a quand même 81 ans. Et ce n'est pas le seul, effectivement. Si on revient à l'échelle nationale, notre président actuel a 80 ans, son Excellence président Alassane Ouattara. D'autres présidents qui se présentent, a priori, ont 79 ans. Je pense au président Laurent Gbagbo. Alors, effectivement, s'il y a un âge de la retraite qui est légalisé, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, nos facultés baissent. Et puis, il y a peut-être d'autres activités à faire. Jardiner... s'occuper de ses petits-enfants, profiter de ce petit chemin qui nous reste là, de vie. C'est important aussi. Il n'y a pas que la conquête du pouvoir. Rester au pouvoir, d'accord, mais pour faire quoi? De toute façon, le président Ouattara n'a pas encore dit cela, je répète, qu'il se présentait donc pour l'élection 2025. Isabelle? Oui, enfin, il ne l'a pas dit, mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce débat sur l'âge, en fait. D'autant plus que la Constitution dans notre pays ne limite pas, en tout cas à l'âge, la candidature à une élection présidentielle. Ceci dit, moi, j'aimerais plutôt qu'on s'apesantisse sur, comment dirais-je, la faculté. Je parle de la faculté mentale, je parle de l'état de santé, peu importe l'âge, en fait. On peut avoir 40 ans et ne pas avoir une santé de fer pour nous mener à bien, en fait, comment dirais-je, la possibilité de gouverner un pays, etc. On l'a vu récemment avec Amadou Gon Coulibaly, il était malade, paix à son âme, il s'en est allé. Aujourd'hui, quand je prends par exemple le cas de la France, Macron, il a 46 ans, mais regardez l'état de la France aujourd'hui, elle n'a plus la même influence qu'elle l'avait d'antan en Afrique. Donc moi, je ne veux pas que le débat de l'âge soit au centre donc d'une candidature à la présidentielle. Je pense que tout le monde peut compétir, seulement si on s'appuie sur mais encore, il y a l'état de santé physique. Oui, justement, c'est de ça que si nous parlons des pays africains, on va prendre peut-être l'exemple du Gabon, qui a orchestré ou qui a engendré quelque chose. Macron n'est pas malade. Je pense que le débat de l'âge, pour moi, il n'a pas lieu d'être. En revanche, le débat sur l'état de santé mental, physique, de ceux qui sont amenés à diriger notre pays doit être donc d'actualité. Oui, mais là, si tu permets, je voudrais me donner, garder le droit de vous interroger. Je sens que j'ai suscité. C'est lui qui intervient maintenant, vas-y. Tu reviendras dessus. Je dis comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'âge, c'est vrai que notre Constitution ne le dit pas. Tout n'est pas que la Constitution. Mais je veux dire, la Constitution aux États-Unis n'empêchait pas l'autre d'être, par exemple, candidat, Joe Biden. Il avait aussi le boulevard d'être candidat, il pouvait s'entêter. Mais la réalité est là. Et mieux, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il y a l'âge quand on va travailler. Il y a un âge pour aller à la retraite. Mais la fonction présidentielle, il y a un âge, il faut baliser. Et même si on n'a pas balisé, mais la réalité est quoi? Quelqu'un te répondra que non, on ne gouverne pas seul. Mais justement, parce qu'on ne gouverne pas seul et que la tête doit être quand même dans certaines dispositions. Et plus dans notre pays, par exemple,
nos présidents, ou bien ceux qui ont été présidents, ont déjà touché l'âge. Je me rappelle le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, qui disait qu'il était fatigué et qu'à un certain moment donné, il fallait laisser la place aux plus jeunes. Le président Laurent Gbagbo le disait à un moment donné qu'au-delà de 75 ans, alors qu'on avait déjà ça dans la disposition, c'était même pas la loi, au-delà de 75 ans, on ne peut plus être président parce qu'à ce moment-là, on est parfois malade. C'est lui qui le disait. Donc, je pense que c'était l'occasion plus que jamais pour lui de pouvoir respecter cette éthique, cette disposition-là. Pareil pour le président Ouattara. Parce que qu'est-ce qu'on recherche vers la fin? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est de bien gouverner, bien c'est la personne, bien c'est l'intérêt. Voilà. Et juste un mot sur la Constitution, puisque vous en avez parlé. Mais l'état de santé également n'est pas évoqué dans la Constitution. Autant la Constitution n'a pas mis de limite au niveau de l'âge, et vous, j'estime qu'il ne faut pas en parler, mais dans ce cas, il ne faut pas parler de l'état de santé parce que ça a été supprimé justement de la Constitution au même titre que l'âge. Donc je veux dire que si on doit mener le débat sur les capacités de quelqu'un à atteindre la fonction présidentielle, on parle quand même de président, surtout ici en Afrique où le président a d'hyper-pouvoirs que les politistes qualifient de régime présidentialiste, il faut quand même s'interroger à la fois sur ses capacités à diriger tant au niveau de son âge qu'au niveau de ses capacités physiques, mentales, psychologiques, etc. Je le rejoins, on n'a pas besoin d'une constitution pour savoir que quand on vieillit, les facultés mentales et physiques diminuent. C'est statistique. 75 ans ou pas, c'est pas prouvé, hein. Mais c'est prouvé quand même que quand on prend de l'âge, et pour revenir à Emmanuel Macron, il n'est pas malade. On parle de l'état de santé, on ne parle pas de l'état d'un pays en fait. Donc effectivement, Isabelle donne un exemple, mais l'état dans lequel la France est n'a rien à voir avec son état de santé. En fait, je prends le cas de la France parce que à l'époque, il était face à j'ai oublié, elle était aussi candidate en 2017, Ramayad. Et Ramayad, donc sur un plateau télé, avait justement évoqué cette question-là, que pour la présidentielle française, il faudrait en tout cas que tous les candidats se soumettent donc à ce test de santé mentale, physique, etc. Et moi, j'ai trouvé ça tellement pertinent parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que peut-être que ce qu'elle a dit sur ce plateau de télé lui donne raison aujourd'hui. Parce que quand on voit comment est-ce que la France est dirigée, avec tous les problèmes en tout cas qu'elle a, et les décisions qui sont prises, et les décisions qui sont prises, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne me permettrai pas de dire ça sur ce plateau. Mais en revanche, je veux dire, il faudrait en tout cas, le poids des décisions qui sont prises, normalement, devrait faire l'objet de débats. D'accord. Mais le régime présidentiel, le président, c'est un homme fort. Comme l'a dit l'autre, il est hyper fort. Et c'est lui qui a la dernière décision. Donc, à cet effet-là, s'il est malade, en fait, si on sent qu'il a vraiment une défaillance mentale ou bien cognitive, il va falloir que ça va avoir des effets. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette formulation de c'est un homme fort. C'est ce genre de choses qui fait qu'on frappe les gens qui disent, dans le système présidentiel. C'est dans le système présidentiel, c'est précisé. Le régime présidentiel. Je précise le régime. D'accord, sois plus clair alors. C'est ça qui est Laisse-nous être plus clair. C'est ça, en fait, c'est le régime présidentiel. Dans notre pays, c'est un régime présidentialiste, si je peux m'exprimer ainsi. Le président est hyper fort. Alors, on me dit qu'on peut gérer dans une équipe, c'est une gestion collégiale, mais je veux dire non, à la réalité. Mais nous sommes tous unanimes que l'âge joue quand même un effet très important quand on est à la fonction présidentielle d'un pays. D'accord. Voilà. Quelque chose à dire en opposition? Oui, j'aimerais vraiment préciser mon propos. Ce que je voulais dire relativement à la France, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne est jeune que ça veut dire que c'est un bon gouvernant. C'est pour ça que je ne veux pas lier la fonction à l'âge, en fait. Peu importe qu'on fasse une corrélation avec, par exemple, l'état de santé physique qui soit lié à l'âge, mais pour moi, je veux dire, pour être un bon gouvernant, ce n'est pas forcément lié à l'âge. D'accord. Voilà. Mais d'ailleurs, Monsieur le Président Emmanuel Macron fait partie des présidents les plus jeunes. Les plus jeunes. C'est une exception. Oui. Donc ils sont plutôt âgés en général. La preuve qu'effectivement, ce n'est pas du tout lié au jeune âge. De toute façon, vous parlez, vous êtes axé. Bon, on parle de la Côte d'Ivoire, hein, mais bon, il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que nous devons tenir ce débat. Certains doivent à un moment donné reculer, surtout quand ça fait plusieurs décennies qu'ils sont au pouvoir. C'est pas moi qui vais décider pour le Cameroun. Bon, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Non, c'est le peuple camerounais qui va peut-être. C'est pas nous qui décidons. Nous, on est sur un plateau, on discute. Ok. Mais le président, pour revenir à Joe Biden, a décidé de faire un discours. Vous pensez que quel sera le contenu de son discours? Que va-t-il dire? De Joe Biden? De Joe Biden. Je ferai une adresse bientôt. Il soutient Kamala Harris, qui est donc sa vice-présidente, voilà, pour le succéder à la candidature. Et moi, j'aimerais bien, en tout cas,
pour une fois dans l'histoire du monde dans lequel on vit, qu'on puisse avoir par exemple 2 femmes candidates, Kamala Harris et pourquoi pas Michelle Obama. Ça peut faire un binôme de 2 femmes puissantes, 2 femmes noires en tout cas. Ça changerait pour une fois. Elle a des chances, Kamala Harris? Alors, oui, ça me permet de revenir à un point que je voulais évoquer tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps d'évoquer. Donald Trump. Donald Trump a non seulement une cote de popularité et un électorat, on sait qu'il est là, mais Donald Trump a aussi ce qu'on appelle le capital sympathie en ce moment, parce qu'il a échappé à une tentative d'assassinat. D'accord. Vous ne savez pas à quel point les gens aiment les gens qui souffrent. Donc Donald Trump, là, sa cote de popularité, elle a grimpé. Pour moi, on ne sait pas encore officiellement qui sera en face, mais pour moi, c'est quasiment gagné. Là, c'est l'homme martyr. C'est l'homme qui devient maintenant un symbole, presque un héros. Et il se considère comme un héros, il faut l'entendre parler. Donc là, et puis les images de le sang qu'il traverse et tout. Ouais, pour moi, ça va être... qui est transpercé par la balle. Le Parti démocrate il a eu. Ça dépend de qui il y a en face. Mais le Parti démocrate a peut-être ses chances, en tout cas face à ce Donald Trump-là, avec ce qui lui est arrivé. Vous voyez, il met son pansement partout. Même s'il est guéri, il va continuer à le mettre. De toute façon. Donc ça va être un petit peu compliqué. Les gens aiment les martyrs, les gens qui souffrent. D'accord. Voilà. Ok, je voudrais revenir un peu sur le capital sympathique dont parle Aïcha. Relatif. En fait, c'est vrai parce qu'aux États-Unis, il y a eu le cas de Reagan. En 1980, Reagan a eu ce problème-là, on lui a tiré là-dessus. Après, on a vu qu'il y a eu 20% au niveau du taux de sondage, et donc ça a été en sa faveur. Donc, moi, je pense qu'actuellement, Donald Trump profite bien de cela, il le sait, et la nouvelle du départ de Joe Biden, du retrait de Joe Biden, c'est fait pour lui donner encore, béni. voilà. Donc là, je crois que la voie est grandement ouverte. D'accord. Merci à vous tous pour vos avis. Isabelle va dire un dernier mot. Oui, parce que en fait, tu avais posé une question, en fait, les chances de Kamala Harris. Les chances de Kamala Harris. Voilà, en fait, justement. il y a un sondage d'intention de vote de NBC, qui est une chaîne de télévision américaine, qui donc donnait 44,7% d'intention de vote pour Joe Biden et 46,3% d'intention de vote pour Kamala Harris. Donc c'est dire en fait qu'en ce moment, elle n'a pas forcément la cote de popularité comme on pourrait l'entendre en tout cas surtout face aux États-Unis. Surtout face quelqu'un qui a attiré Donald Trump. le capital sympathie assez... Voilà, elle lutte quasiment les mêmes chiffres que Joe Biden. D'accord. Voilà. Et puis bon, ce que je peux dire, en fait, les sondages évoluent en fait chaque fois. Il y a beaucoup d'événements. C'est ça l'élection. Donc il faut toujours attendre. Très bien. Et déjà, pour elle, c'est une exception, une femme, on va voir ce que ça va donner. Les démocrates sont quand même conscients de l'enjeu. Donc je pense qu'ils vont multiplier les actions à ce niveau-là. Et juste terminer là-dessus, c'est l'une des rares vice-présidentes qui a été un peu visible, de par son statut de femme noire, première femme noire, etc. Donc on la connaît un petit peu. D'accord. Débat passionnant quand même. Je suis sûr qu'on reviendra donc sur ce débat concernant donc l'élection aux États-Unis, le retrait donc de Joe Biden et surtout, je veux dire, la probable candidature d'une femme. À la tête à la magistrature suprême donc, de l'État dit le plus puissant au monde. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Je voudrais souhaiter donc à l'équipe de la saison des agréables vacances. On a pris le relais derrière. Vous prendrez plaisir à nous regarder 19h, 20h30 tous les soirs en direct et pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Vous pourrez nous regarder aussi. Merci de rester fidèles à Live TV, la télé sans filtre. À très bientôt.